Bonjour Marie-Hélène Lafont, merci de nous accueillir un peu au loin. Vous avez accepté, je vous en remercie, d'être l'invité d'honneur du Petit Festival du Livre de Colmar. Donc, en ce samedi 27 février, dans l'après-midi, voilà, notre entretien va être diffusé sur les réseaux sociaux, à la fois Facebook et YouTube de la ville de Colmar et des bibliothèques de Colmar. Vous êtes avec nous pour évoquer toute votre œuvre. Vous êtes l'autrice d'une quinzaine de livres, mais évidemment, vous avez fait sensation, si j'ose dire, à l'automne dernier, en décrochant le prix Renaudot pour Histoire du Fils, paru comme pratiquement tous vos autres livres. Vous êtes d'une fidélité aux éditions Buchet-Chastel. Histoire du Fils. Alors, on en reviendra plus tard. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre titre, mais ça, c'est un petit teaser pour tout à l'heure. Dites-nous ce qui est votre roman s'ouvrant le 25 avril 1908. Pourquoi cette date-là? Eh bien, figurez-vous, tout d'abord, bonjour à chacune et chacun et merci Jacques Lindecker d'avoir inventé ce moment. Alors, pourquoi cette date? Alors, figurez-vous que ce tableau qui ouvre ce livre, je l'ai écrit en dernier. Donc, il ouvre le livre, mais dans l'écriture, j'ai repoussé le moment d'affronter, de me confronter à ce matériau, à cette scène qui, pour être une scène de printemps, voilà, un matin radieux et lumineux du lointain avril 1908, qui, pour être une scène de printemps, n'en va pas moins devenir une scène totalement vertigineuse. Et c'est d'ailleurs le vertige intérieur qui ensuite va travailler au corps dans les générations à venir, toute cette famille, toute cette tribu familiale. Et en fait, dans tout le temps de travail sur ce chantier, je savais très bien qu'à un moment ou à un autre, il allait falloir me confronter encore une fois à ça. J'ai procrastiné, j'ai repoussé le plus longtemps possible et je me suis retrouvée donc à écrire le premier tableau à la fin. Et les dates très précises que j'ai inscrites sont venues assez tardivement dans mon travail de chantier. Et il m'a fallu trouver un moment comme ça. Donc, 25 avril, hein, c'est complètement aléatoire. Je te l'ai vérifié que c'était bien un jeudi. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Et il me fallait trouver, vous savez, ce que j'appelle un moment de grâce, le moment de l'avril bondissant, vert et bleu, quand le printemps prend les pays au corps. Et voilà tout simplement pourquoi on en est là avec cette scène. Vous dites ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, donc, que vous avez eu tant de mal à écrire? Il s'est passé la mort longue d'un enfant. C'est quand même la mort longue d'un enfant. C'est un mot. Oui, Armand. C'est un mot dans le texte. Hein. Le mot cri. Voilà, c'est tout. C'est 3 lettres. Hein. Mais c'est la mort longue d'un enfant qui va ouvrir une brèche de silence dans toutes les générations qui vont se succéder ensuite dans cette famille. Donc, c'est ça. C'est ce autour de quoi il me fallait tourner aussi longtemps pour arriver enfin à l'écrire. Et ça s'écrit comme souvent chez moi d'ailleurs. Hein. Le pire s'écrit souvent dans le blanc de la page. Qui est Armand? Armand est le jumeau, frère jumeau de Paul, qui va devenir l'un des personnages principaux d'Histoire du Fils. Et Armand il est donné comme tel, en tout cas, comme c'est souvent le cas pour les enfants ou les êtres morts très jeunes, il est donné comme un être tout de lumière et tout de douceur. Ce serait à la fois le jumeau et le double inversé de Paul. Et c'est c'est le secret de cette famille, en fait. Armand, c'est un prénom que j'aime beaucoup, qui est à la fois très doux et très ardent, et le secret, oui, je crois que les secrets s'emboîtent les uns dans les autres. Hein. L'apparence secret de famille cache un autre secret. Bien sûr, oui. Alors, avant de revenir là-dessus, quelles conséquences concrètes va avoir, enfin concrètes en tout cas, ce point de bascule de la mort d'Armand, quelles conséquences va-t-il avoir sur les autres membres de la famille? Je pense évidemment à Paul, je pense au père, à la mère, je pense aussi à Georges, qui est arrivé un peu après les jumeaux. Ça va les verrouiller chacun dans une position.
Donc, lesquels? en ce qui concerne Paul, une forme de sauvagerie apparemment extrêmement policée, en ce qui concerne Paul. Georges, une sorte de douceur parfaite et ardente. Le père, probablement acculé à réduit, j'ai presque envie de dire, à la carrière d'un notable local. Et la mère, confite en dévotion, moins en dévotion religieuse qu'en dévotion aux deux enfants rescapés, et surtout aux jumeaux rescapés. Bien sûr. Et donc, on s'attache dans votre livre à Paul, pas uniquement, puisqu'il va y avoir plusieurs générations. Et Paul, donc après l'arrachement, après qu'on lui ait arraché son jumeau, ne va plus jamais pouvoir s'attacher. J'aime bien le parallèle entre les deux termes. Oui. Après l'arrachement, il ne pourra plus s'attacher, plus jamais. Oui, plus jamais. Il semble déjà dans la perception qui est donnée de Paul, dans ces pages, dans la perception qui en est donnée, il semble que ce soit déjà un être assez insulaire à l'intérieur de la fratrie. Puisqu'on a il est bien dit que Armand voudrait bien être jumeau, mais avec Georges, pas avec Paul. Vous voyez, donc vrai. Déjà, Paul bénéficie d'une sorte d'insularité, si on peut appeler ça bénéficier, à l'intérieur de cette fratrie. Fratrie singulière, toutes les fratries le sont, mais celle-là est composée d'un bloc de jumeaux et de Georges, qui est plus jeune. Et on sent bien que entre les jumeaux passe une frontière. Voilà. Et en fait, je crois que Paul est un être qui ne sortira plus jamais. Il était déjà dans le fortin de la solitude et il n'en sortira plus jamais. Oui. Il ne se laissera plus jamais atteindre ni toucher par qui que ce soit. Alors, ce qui est un peu étrange, vous allez nous expliquer pourquoi le fils, enfin, il ne le reconnaîtra pas, mais le fils de Paul va s'appeler André et le fils d'André va s'appeler Antoine. Des prénoms qui commencent par la lettre A, donc non pas comme la lettre du père, donc Paul, mais comme la lettre de l'enfant disparu, comme Armand. Ce n'est pas, je ne veux pas croire à un hasard, Marie-Hélène Lafont. Ben, si, absolument. C'est vous qui me le faites découvrir. Ah, pardon. Je n'avais absolument pas vu pas possible. En effet, André, Antoine et Armand commençaient par la même lettre. Le début la lettre du début, hein. La lettre du commencement. La lettre du début, la lettre du commencement. Mais bien entendu, mais alors, ça, Jacqueline Decker, ça ne fait que confirmer ce que je dis tout le temps et qu'on ne croit pas. C'est que j'écris comme une brute. Je dis même parfois une brute avinée, puisque je ne vois pas un certain nombre de choses énormes, vous voyez, comme celle-ci par exemple, qui me paraît extrêmement lumineuse, très éclairante, etc. Je ne l'avais pas vue, vous me le dites, et vous êtes en l'occurrence le premier à me le dire. Hein. Oui, personne d'autre ne me l'avait dit. Alors, et ces prénoms, les trois, ne viennent pas de rien. Hein. Bien entendu, ils ont tous les trois si vous voulez, une origine très très précise dans des circonstances biographiques qui n'ont pas grand intérêt à être exposées ici. Mais je n'avais pas vu le AAA. Mais pour tout vous dire, je ne fais aucun progrès, moi. Parce que je vais vous donner un exemple. Dans mon premier roman, Je sors du chien, donc il a été publié en 2001. Le voici, je suis un fan. Voilà, le voilà. Donc, vous avez deux personnages, deux hommes qui sont très amis, qui sont Laurent et Roland. Laurent, Roland. Je n'invente pas ces prénoms, je garde les prénoms du réel, ce que je me suis beaucoup reproché, ce que j'ai beaucoup regretté par la suite. Bon, bref. Je n'invente pas ces prénoms, je les cueille vraiment dans l'anecdote qui me fournit le noyau du livre. Hein. Eh bien, je n'entends pas le chiasme entre Laurent et Roland. Il a fallu que ce soit des lecteurs qui me le montrent. Je ne l'entends pas. Bon, donc vous voyez au point où j'en suis. J'en étais à ce point-là en 1998 quand j'ai ouvert le chantier du Sort du chien. Moi, j'en suis au même point. En 2016, ça doit être en 2016 que j'ai ouvert le chantier d'Histoire du Fils. Alors tant que je ne régresse pas, je peux peut-être m'estimer cette Très bien. Alors, c'est amusant ou intéressant. Ça fait 2 fois que vous utilisez le terme de chantier, ce qui est assez singulier dans le monde de la littérature, qui ferait partie des choses assez éthérées. Vous avez les mains dans le cambouis, dans la matière. Et ça me rappelle d'ailleurs un livre
Oui, que ben vous voilà, avez publié bien entendu. aux éditions des Bien Muscats, entendu. Oui, qui portait ce titre. Alors, oui, venons-en, avant de revenir à oui. l'histoire du fils, à cette notion de chantier. On le voit, vous avez consacré tout un livre à ce terme, donc qui n'est pas du tout anodin pour vous. Ah non, du tout, du tout. Il n'est pas du tout anodin. Vous avez dit, vous avez les mains dans le cambouis. On voit même que j'ai la tête dans le guidon. Je suis sous le capot. Enfin, vous pouvez employer toutes les formes, vous pouvez filer toutes les métaphores les plus, comment dire, les plus matérielles qui soient, parce que pour moi, le travail d'écriture est un travail extrêmement organique, euh, en ce sens qu'il engage le corps, et en ce sens que, et c'est très net dans le chantier, hein, le livre que vous venez de citer, en ce sens que tous les processus d'écriture, quand je veux les décrire au plus serré, je les décris toujours avec des métaphores qui sont de l'ordre du travail manuel, voilà, d'un travail qui engage le corps, à commencer par évidemment ce qui relève de ce que j'appelle le tamis du corps, c'est-à-dire la lecture à voix haute, c'est-à-dire le travail de la phrase avec la voix, le ventre, la respiration, le souffle. Je crois, ça je ne le savais pas quand j'ai commencé, mais je crois que la raison essentielle pour laquelle la seule façon que j'ai d'essayer de dire au plus juste, sans me perdre dans des considérations qui vont peut-être en mettre plein la vue, mais ne rien atteindre. Hein. Donc, si j'essaie de serrer au plus juste cette question tellement intime et tellement solitaire de l'écriture, eh bien, j'en suis rendue à d'abord et avant tout cette question de l'empoignade du matériau verbal par le corps, puisqu'il y a respiration, souffle pour ériger la phrase, voilà, lui donner une forme dynamique. Je me dis à ce moment-là que vous ne sortez pas indemne de vos livres. Ah non, 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 du tout. Ça me travaille au corps. Mais... ça me travaille au corps profondément. D'autant plus que tout le matériau de mes livres, y compris ceux qui ont l'air de l'être le moins, tout le matériau de mes livres est extrêmement autobiographique. Bien sûr, on y reviendra bien. Et revenons tout de suite parce que il y a du coup deux interrogations. Pourquoi y revenir à l'écriture, au chantier, et aussi pourquoi y revenir toujours au même lieu, puisque c'est en quelque sorte le lieu de la souffrance, le lieu des commencements, des origines, de quelque chose de secret, de tourmenté. Et voilà, pourquoi y revenir sur ces deux axes-là? Parce que je ne peux pas faire autrement. Je crois qu'on prête toujours à François Mauriac hein, ce mot concernant l'écriture, bon qu'à ça. Bon, moi, je ne peux pas faire autrement. Il faut, si vous voulez, pour ouvrir un chantier, pour conduire un chantier, il faut que se noue un certain degré de nécessité et de désir. Eh bien, l'intersection à laquelle se noue la nécessité et le désir pour moi, elle est sur ce terrain-là. Donc, je reviens à ce terrain des familles, des origines. Bien souvent, ça passe par le Cantal, même quand le livre est citadin, le fil à la patte, paysan ou au moins rural, je ne comprends pas les deux, bien entendu, hein, et le fil à la patte cantalien, on va dire, ou massif centralien, n'est pas loin. Et j'en use ainsi parce que je ne peux pas faire autrement. Je crois très, très honnêtement qu'on ne mes lecteurs n'ont pas tellement le sentiment que j'exploite un filon, si vous voulez. C'est pas tellement mon registre. Je peux vous rassurer, en l'occurrence. Voilà. Je ne peux pas faire autrement. Et si vous voulez, même quand j'écris Mots, par exemple, en 2005, qui se passe dans le banlieue d'Avignon, qui se termine à Marseille, on passe par l'Aubrac. Et ce qui se passe dans l'Aubrac est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est l'enfance. C'est l'enfance du personnage principal qui inscrit en lui une possibilité de consolation. Or, c'est de n'être pas consolé qu'il va basculer dans le drame. Vous voyez, donc, c'est tellurique, c'est organique, c'est volcanique, c'est géologique. Alors, j'imagine que je ne suis pas toujours à revenir sur ce recommencement. Je n'osais utiliser, mais je l'utilise, le terme de ressassement. De retour au travail. Il y a aussi évidemment cette rivière, la Santoire,
où vous revenez toujours. Est-ce que, là j'imagine que je ne suis pas le premier à vous le dire, il y a quand même une analogie incroyable entre le cours qu'on devine de cette rivière, sa manière de s'écouler, et la manière de votre langue de s'écouler. Je ne sache pas qu'on me l'ait déjà dit, mais ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Il se trouve il se trouve que, vous le savez, je connais ces rivières. Oui. Et ça m'a vraiment, et que je vous lis depuis le début, et que ça m'a vraiment frappé, étant de retour face à ces rivières, dans le Cantal et en limite Corrèze pour moi. Voilà. Et écoutez, si je puis me permettre, bien que nous n'en soyons pas là, je prendrais cela comme un compliment, parce que, vous savez pourquoi? C'est une question de musique. La musique des rivières est à sa juste place dans le paysage que vous habitez. Et il semblerait donc que parfois, la langue que j'écris sonne juste, au sens où les rivières sonnent juste. Vous voyez? Oh oui. Je n'en demande pas tant. Je cherche ça. Je le cherche. Sur la question, c'est presque un mot grossier ici, sur la question du style. Est-ce que vous parlez de recherche ou c'est pour vous, à un moment, vous touchez la musique, donc davantage quelque chose de l'ordre de l'évidence, à l'oreille, davantage que de la recherche qui semble plus accrocheuse que quelque chose de liquide, de fluide? Plutôt que de recherche, il faudrait parler d'attente, de guet, de désir. J'ai employé le mot désir. C'est vraiment une affaire de désir, l'écriture. Voilà, on va mettre le mot désir à la place du mot recherche. Alors, les moments d'éblouissement, les moments où on a le sentiment que c'est juste, qu'il n'y faut plus toucher, ils sont là, hein. Ils sont comme des eaux parfaites, si vous voulez. Voilà. Mais vous le savez bien, dans le travail d'écriture, on n'en est pas toujours là. Absolument. Il faut beaucoup d'attente. Il faut beaucoup de ténacité. Et c'est parce que il y a nécessité, qu'il y a désir, qu'on peut aller au-delà de cette attente et au-delà de cette ténacité. Que l'énergie, j'aime beaucoup le mot énergie, c'est energon, c'est dans le travail, étymologiquement, que l'énergie de continuer, de s'asseoir à sa table et de se dire, j'y vais, je continue. C'est banal, mais c'est dans la banalité que se construisent les livres, dans la banalité de chaque jour et de chaque mois et de chaque année. Ça fait plus de 20 ans que j'écris maintenant. J'ai appris ça, vous voyez. Combien de fois, en cours de chantier, je me dis, mais j'écris dans le temps volé tout le temps, hein, donc 1 heure par-ci, 1 heure par-là, etc. Donc je me dis, ce que tu as fait aujourd'hui, là, c'est rien, c'est rien. Voilà, combien de fois, vous voyez, c'est-à-dire le doute, toujours le doute. Alors, ces moments d'éblouissement, ces moments d'incandescence, ces moments où on a le sentiment de toucher à quelque chose de juste, qui sont si rares et si précieux, c'est comme un feu. On s'y réchauffe pour marcher et avancer dans les longues steppes du doute. Alors, une petite interrogation en passant, de revenir d'une certaine manière toujours au même livre. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas, ou à l'un ou l'autre moment, vous n'avez pas vous n'avez pas rugi, si j'ose dire, en vous disant non, je vais partir aux États-Unis, je vais dépayser. C'est amusant que vous disiez je vais partir aux États-Unis, parce que je dis souvent en manière de boutade que j'ai toujours su que si un jour j'écrirais du lieu et du milieu où j'avais commencé d'être, et non pas, je n'écrirais pas de romans historiques en Basse-Égypte ou de romans picaresques dans les plaines de l'Arkansas. Vous voyez, j'ai souvent employé cette formule, et bien nous y sommes. Alors, j'ai aussi appris qu'il ne faut pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Donc, peut-être qu'en effet, si je continue à vivre et à écrire, vous aurez un roman américain dans quelques années. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, je n'en ressens ni le désir, ni la nécessité. Et très honnêtement, je crois que le matériau, auquel toujours je reviens, est totalement inépuisable. J'en suis absolument persuadée. Ah oui,
Vous savez, je crois que j'ai placé un exergue, je ne sais jamais si c'est de mon premier ou de mon deuxième livre, cette citation de Robert Bresson, ne glisse pas ailleurs, creuse sur place. Je crois que c'est un exergue, soit du Soir du Chien, soit de liturgie. Je ne les ai pas sous la main, donc il ne faut pas vérifier. Mais voilà, donc ne glisse pas ailleurs, creuse sur place. C'est programmatique, c'est Robert Bresson dans les notes sur le cinématographe. Alors, je sais pas. Alors, c'est dans liturgie. Dans liturgie, Voilà. Votre premier Heureusement que vous êtes là, je peux me déclarer. Ah, bah, votre premier recueil de nouvelles, Oui. Creuse sur place, ne glisse pas ailleurs. Robert Bresson, Voilà. dans ses notes sur le cinématographe. Cinématographe. Voilà. Revenons à l'histoire du fils. Alors, je vous parlais en début de notre entretien d'une petite interrogation aussi sur le titre, parce qu'en fin de compte, est-ce que ça n'aurait pas dû s'appeler Histoire des pères ou du père? Alors, vous savez Parce ce que qu'on c'est m'a quand même dit une sacrée réflexion et de sacrés coups de canif à la question de la paternité. Oui. Alors, on m'a dit, vous êtes le premier à dire Histoire des pères. J'ai eu plusieurs suggestions, Histoire des fils, puisqu'il y a une succession de fils. Voilà, bon. Et en fait, Histoire du fils, il faut que je précise d'où ce titre vient et pourquoi je l'ai immédiatement adopté. Donc cette histoire, vous le savez, je ne l'ai pas inventée du tout, c'est une histoire de famille, survenue dans une famille amie, amie depuis des décennies, nébuleuse familiale, ce qu'on appelle une grosse famille, vous voyez, une famille avec des générations nombreuses. Et donc, cette histoire s'est passée en 2012, révélation d'un secret de famille, tout simplement, hein, comme ça arrive, c'est assez banal. Ce qui est un petit peu moins, c'est que j'en ai été immédiatement témoin assigné à l'écriture. Dans cette nébuleuse familiale, on me lit. Et en 2012, quand cette histoire arrive, immédiatement au téléphone pour me la raconter, on me convoque quasiment pour en rencontrer, puisque c'était à 15 km de chez moi, les deux protagonistes, qui deviennent André et Antoine dans le livre, et on me dit tout de suite, de manière très, très amicale et très, tu vas bien nous la raconter. L'injonction. Oui, tout de suite. Voyez, et tout de suite, je me dis oui. Oui. Ah. Et ma propre sœur, qui est témoin de l'histoire, mais dans une position plus éloignée que la mienne, quand je lui en fais une brève recension, s'exclame en 2012. Ça s'intitulera Histoire du fils, me dit-elle. Et moi, tout de suite, ah oui, le titre, tout de suite. Et elle savait très bien, elle et moi aussi, pourquoi nous prenions dans cette histoire, nous saisissions et nous tirions le fil rouge des fils et pas des pères. Ça tient à une question, enfin, à une question très, très autobiographique. Pourquoi tirais-je le fil rouge, voire même, non pas des fils, mais du fils? Parce que cette question du fils, cette question de la filiation, et notamment de la possibilité d'être fils ou pas, elle est douloureusement, vertigineusement inscrite, écrite, et ouverte comme une plaie dans tous les livres, et dans celui-là aussi. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas choisir un autre titre que celui-là. Je ne l'ai même pas choisi de me tomber dessus. Et comment dire, je mesure mieux avec votre question, comme je l'ai mesuré à maintes reprises depuis l'automne dernier, combien ce titre peut être remis en question. En effet. Mais encore une fois, il s'est imposé avec une nécessité totale. Et vous savez, pour le mettre à distance, moi, vous savez comment je l'appelle? C'est horrifié. HDF. Pour moi, c'est pas Histoire du fils, c'est HDF. Quand je pense, vous voyez, HDF. Voilà. Un acronyme qui met à distance. D'accord, parce que voilà. J'ai besoin de mettre à distance. Sinon, quelque chose se rouvre, quelque chose de douloureux se rouvre immédiatement. Une plaie, immédiatement. Et écrire, c'est aussi vivre avec ses plaies, pas se rouler dedans, pas envoyer des giclées de sanie à la gueule du lecteur. Évidemment que non. Mais écrire, c'est aussi porter le fer dans la plaie. Alors, pour le coup, vous venez de dire quelque chose que moi, je n'avais pas vu, c'est que l'histoire du fils, F-I-L-S, ce sont aussi ces fils. Oui, bien sûr. Ces fils qui se lient, se délient, se dénouent, se nouent. Bien sûr, bien sûr. Le parallèle de termes.
et que je ne l'avais pas vu à mon tour. Et moi, j'aime beaucoup l'étymologie du mot texte, vous voyez. Texte, vous l'avez signalé tout à l'heure, hein, de manière allusive, mais très juste. J'ai le sentiment, depuis que j'ai commencé à écrire, de n'écrire qu'un seul texte, comme une coulée. Texte, c'est ce qui est tissé, hein, étymologiquement. Ce qui est tissé. Tout à fait. Tissé de fil. Et donc, on retrouve vraiment, alors là, voilà, en fait, ce serait, oui, plutôt les histoires, enfin, l'histoire du fils, l'histoire des fils de cette famille, de ses proches, mais en fin de compte, qui sont en miroir par rapport à vous, quoi, à votre propre famille. Oui, évidemment, évidemment. Et je sais aussi, Jacqueline Decker, je m'en rends mieux compte en vous écoutant, là. Je sais aussi que l'histoire du fils, le fils douloureux inscrit dans ma propre histoire comme une plaie ouverte, elle me reste à écrire. Celle-là, je peux vous dire qu'elle n'est pas encore écrite et que ça va m'en donner du fil. Ça va m'en donner. Donc, mais j'ai rendez-vous avec ce chantier-là. Donc, vous répondez à une question que j'hésitais à vous poser. Très clairement, merci beaucoup. Alors, sur ces pères, quand même, je ne vais pas vous lâcher, il y a quand même quelque chose, vous êtes en train de transmettre de nous dire quelque chose sur ce qu'est un père ou ce que devrait être un père. Bon, en quelque sorte, si j'osais, je dirais qu'un père est forcément un père qui échoue parce qu'il n'a pas les mots, justement. Oui, alors, qui échoue dans, j'ai presque envie de vous dire plus ou moins intégralement, hein, parce qu'en effet, le père, c'est-à-dire le père Princeps, le père des jumeaux et de Georges, est un homme qui n'a pas les mots, qui ne sait pas dire. Et il accueille la mort du fils par un grognement qui est un cri de bête, un autre cri de bête. Bon, voilà, hein. Donc il n'a pas les mots. Paul va être avocat et va être dans un trop-plein de mots pour cacher les mots essentiels. Voilà, pour cacher l'essentiel. Paul, donc, brillant causeur, dévoreur de femmes, etc., etc. On ne saura même jamais, et ça je ne l'invente pas, c'était tel quel ce motif dans l'histoire qui m'a été transmise, on ne saura même jamais s'il a su la paternité. On ne le saura pas, et on ne le savait pas dans la vraie vie. Hein. Et ça, c'est inouï. Ah oui. Voilà, il est mort. Toutes les personnes qui eussent pu être des témoins directs sont mortes. Et on ne saura jamais si cet homme a un jour su qu'une femme était enceinte de lui. Peut-être l'a-t-il su et a-t-il fui. Peut-être l'a-t-il su et a-t-il suivi de loin l'évolution de cet enfant. On n'en saura absolument rien. Est-ce qu'il était réellement avocat? Parce que c'est assez fascinant. Ah oui, tout à fait. Il était réellement avocat. Parce que c'est assez fascinant d'être dans le secret, dans le silence, et donc de tenir ce secret scellé par un torrent de mots. Bien sûr, il était absolument avocat et avait le verbe haut, je l'ai bien connu, et voilà, un verbe munificent, magnifique, etc. Et si vous voulez, qui lui faisait une sorte de tiare, de couronne, de traîne, voilà. Et en effet, derrière ce bruit-là, il y avait le silence de la mort d'Armand, et il y avait aussi cette impossibilité à être père, en tout cas. D'ailleurs, Gabriel le sait, hein, que de tous les hommes qui ont croisé au large, plus ou moins au large de sa vie, c'est le moins fait pour être père. Et c'est de celui-là et d'aucun autre qu'elle se retrouve enceinte. Oui, Gabriel. Elle le sait pertinemment, c'est lui. Gabriel, voilà. la maman, la mère d'André. La mère d'André, parce que la maman d'André, c'est Hélène, la sœur de Gabriel, qui l'élève. Oui, c'est vrai. Alors j'en viens à André. Pour André, je nuancerai. Parce que André a été impuissant à s'inventer un père, assurément. Hein, il a flairé la trace du père toute sa vie, mais n'a jamais trouvé la force et l'énergie de crever cet abcès, tout en sachant qu'abcès il y avait. En revanche, ça ne l'a pas empêché d'être, lui, manifestement, un père aimant et aimé, si je puis me permettre. La relation père-fils, elle se répare, en quelque sorte, dirais-je,
dans ce livre par ce qu'elle devient entre eux, André et Antoine. Même si c'est seulement après la mort d'André que Antoine peut faire la démarche qu'il fait au cimetière de Chanterelle. Il n'empêche qu'on sent bien qu'entre ce père et ce fils, le lien a été vivace, ardent et heureux. Vous l'avez dit rapidement, c'est aussi parce que André, d'une certaine manière, a eu la chance d'avoir des parents de substitution. Voilà. En quelque sorte, voilà. donc Absolument. évidemment, dans le Cantal, un oncle et une tante qui ont été ses parents de il substitution. trouvait une famille, entre guillemets, normale, apaisante, il a eu, où il était en sécurité. Ah, totalement, totalement. Et il a eu le bon viatique. Il a grandi, mais entouré enfin, à la limite, même, il aurait pu devenir un enfant gâté insupportable, parce qu'il a été couvert par les cousines, par sa tante, par les voisines, par les maîtresses d'école. Il a été adulé, couvert d'éloges et adulé toute sa vie. Et bon, il y avait le contrepoids quand même. Hein. Le contrepoids, c'était les 4 semaines de Gabriel. Hein. Oui. C'est-à-dire sa mère. Hein. 3 semaines au mois d'août et une semaine. Paris, hein. Voilà, et qui était quand même extrêmement réfrigérante. Hein. Oui, on ne pouvait pas vraiment parler d'instinct maternel. Oui. À équilibrer l'autre. Voilà. Hein. Et a fait au bout du compte un homme qui s'invente une bonne vie. Alors, André, pour revenir rapidement à un certain type d'homme, vous en revenez toujours au taiseux. Voilà, parce que je veux vraiment en parler parce que Joseph est peut-être pour moi votre livre qui me tient le plus à cœur. C'est un livre qui m'a fondamentalement bouleversé. Et je vous cite juste rapidement en ce 4e de couverture. Joseph existe par son corps, par ses gestes, par son regard, et donc pas par ses mots. Pourquoi qu'est-ce qui vous attache tant à la figure du taiseux? Je crois que ce sont vraiment, Jacqueline Becker, ce sont vraiment les origines qui m'attachent tant à la figure du taiseux. Et au fond, il en irait quasiment de moi comme de Paul. Ce qui n'est pas très flatteur pour moi, à savoir que j'ai les mots. En tout cas, je travaille avec eux, vous le savez, depuis maintenant 2 décennies. Plus de 2 décennies, je publie depuis quasiment 20 ans. Oui, 20 ans. Donc j'ai les mots, en tout cas un certain accès aux mots, une certaine complicité avec eux, une certaine ardeur à être dans l'inépuisable champ du lexique. J'ai ça. En contraste violent, radical, avec toutes les générations qui m'ont précédé, du côté du père comme du côté de la mère, qui jusqu'à nous, c'est-à-dire nous, mon frère, ma soeur et moi, nés au début des années 60, toutes ces générations, donc, ont été paysannes, toutes, absolument toutes. Ça ne veut pas dire qu'elles n'avaient pas les mots, hein. Elles avaient des mots, et souvent magnifiquement précis, souvent en patois d'ailleurs, hein, pour dire les choses du travail et pour dire la vie des autres. Ça, c'est pas du tout spécifique du monde paysan, c'est spécifique du monde du village. On parle des autres, on est tous les autres des autres. Donc on passe son temps à gloser la vie des autres. Ça fait parler. Hein. Mais on parle jamais de ça. Jamais. On brasse de l'air. Oui, si vous voulez. On brasse du lien, oui. C'est du lien. Voilà. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, il y a une omerta sur l'intime. Et je n'écris que sur l'intime. Alors, le fait d'avoir été, faire naître et valoriser ces mots à Paris, est-ce que, parce qu'on le lit aussi chez quelqu'un comme Annie Ernaux, est-ce que ça vous met pas dans une position de traître? Ben, ça me met dans une position de transfuge. Aux origines. Alors, ça me met dans une position de transfuge, ça c'est pas une nouveauté. Transfuge et traître, ça commence par les 2 mêmes lettres. Hein. Oui. Celui qui est transfuge est toujours soupçonné de trahir. Toujours. C'est inévitable. C'est inhérent à cette condition de transfuge social qui est assez répandue. L'évolution sociologique de la population française étant ce qu'elle est, cette position de transfuge est assez répandue dans toute la deuxième moitié du XXe siècle, en fait. Hein. Et il se trouve que sur ces transfuges-là, quelques-uns se mêlent, ou quelques-unes, se mêlent d'écrire ou de peindre, enfin bon, d'être dans un registre de la création. Et alors là, ça se corse. Oui. Et toujours le soupçon est là. Hein. C'est définitif, il faut vivre avec, il faut lui faire face. Vous, sur cette question-là. Vous dites on, mais vous, sur cette question-là. Écoutez, moi, sur cette question-là, je tâche, j'ai presque envie de dire, je tâche de bien me tenir. Je n'ai pas de surplomb. Je ne juge pas. Je montre.
je donne à voir, sans commentaire, sans glose, sans explication, impératif, psychologisant, etc. Je donne à voir, je tâche de donner à voir au plus serré, au plus juste. Je tâche d'inscrire une trace, Jacqueline Becker, une trace de ce qui bruit en silence sous les mots. Inscrire une trace, juste ça. Et jusqu'à présent, hein, et c'est très fragile, je n'ai jamais été exposée de façon directe à une accusation de trahison, comme a pu l'être Pierre Joule avec son Pays perdu, par exemple. Vous voyez, il n'y a jamais eu autour de mes livres ce type de réaction parce que je crois qu'il n'y a pas de surplomb dans mes livres. Alors, d'accusation, mais votre regard sur vous-même. Moi, je ne me perçois pas du tout comme trahissant. Je me perçois comme un greffier. J'inscris une trace de ce qui est frappé d'obsolescence. Et voué à tellement se transformer que ça semble disparaître. Voilà. Et je crois très honnêtement hein, que ça fait partie, même de façon très inconsciente, de mes, comment dire, de mes injonctions intérieures. J'ai intériorisé l'injonction à ne pas trahir. Donc, par exemple, je peux aller jusqu'au bout et vous dire qu'il y a des matières, il y a des sujets sur lesquels je ne vais pas. Parce que je sais que je ne pourrais pas tenir cette ligne de conduite. Donc, je n'y vais pas. Je n'écris pas sur certaines matières. Et donc, il y a une part de démarche consciente dans vos sujets, si je veux dire, dans vos thématiques. Dans ma matière, dans mes choix de matière. Oui. Ça peut paraître paradoxal, parce que vous parliez à un moment de notre entretien d'être pris par un sujet, mais il y a aussi une part consciente. Donc, bien sûr, bien sûr. Démêlez-moi ça. Voilà. Oui, eh ben, c'est simple. Je suis empoignée par la nécessité de me confronter à certains matériaux. Et si je sens cependant que sur ce matériau, sur le point de ce matériau, hein, il y a si vous voulez, un verrou, ce verrou-là, justement, la trahison, est trop puissant, eh bien, je m'en détourne. Je m'en détourne parce que j'ai pas les moyens de faire face. Peut-être que je les aurai dans 10 ans, peut-être que je les aurai jamais. Je vous donne un exemple très précis. Oui. J'ai porté pendant très longtemps le désir d'un livre dont la matière était le corps de la mère. Le corps de la mère. Pendant que ma mère était vivante, je me suis dit, je n'écris pas ce livre tant qu'elle est vivante. Elle est morte, ma mère. Mais je l'écris pas non plus. D'une certaine manière, sa mort a annulé la nécessité. Et c'est la question du tabou qui rentre en jeu? Oh, probablement. Probablement. Et je ne vois pas en quoi l'écrivain, l'artiste de manière générale, serait forcément mieux armé que d'autres pour faire face et pour s'arranger de cette question des tabous. Et en plus, c'est une considération très, comment dire, qui va vous paraître à courte vue, mais moi j'ai commencé à écrire tard. Et je cite volontiers Aragon, je n'aurai pas assez de temps pour aller au bout de moi-même. J'ai le sentiment, si vous voulez, que il y a des livres que je voudrais écrire. Je ne sais pas si j'en aurai le temps et l'énergie. Et là où vraiment je sens qu'il y a une résistance énorme, je me dis que j'ai pas les moyens d'y aller. Il me faudrait une déflagration qui peut se produire dans les vies. Hein. Ça s'appelle pas les déflagrations quand elles arrivent. Et on se découvre après des étapes douloureuses, armés pour faire ce qu'on n'était pas capable de faire auparavant. Mais vous voyez, pour l'instant, voilà, j'en suis là, je m'arrange avec tout ça. Je m'arrange comme je peux. Alors, vivement, en tout cas, nos prochaines déflagrations de lecteurs en vous découvrant dans vos prochains livres. Voilà, notre entretien arrive à son terme. Je voulais dire à tous ceux qui n'ont pas encore découvert l'histoire du Fils, évidemment, s'y précipiter. Un petit mot pour finir peut-être sur le Renaudot. Comment avez-vous vécu cette consécration? Est-ce que pour vous, vous le vivez comme une consécration? Voilà, enfin, voilà, je sais pas quoi dire d'autre à ce moment-là. Je le vis comme la possibilité d'un écho plus important donné à un travail
qui s'inscrit dans une relation extrêmement fidèle, vous avez employé ce mot-là tout à fait au début de notre entretien, Oui. entre une maison d'édition et un écrivain. Une maison d'édition qui m'a fait confiance quand j'avais encore rien publié et qui a publié tous mes premiers livres qui n'étaient pas commodes et qui les a publiés de manière très confidentielle. Et une maison avec laquelle j'ai souhaité, j'ai décidé depuis des années, sans me laisser distraire par d'autres sirènes, et Dieu sait que les autres sirènes ont chanté, hein, c'est l'usage du milieu, n'est-ce J'imagine pas? bien. Bien entendu. Et donc, je ne me suis jamais décidée à quitter mon éditeur et je tiens beaucoup à cette relation de loyauté et de fidélité. Et ce prix vient la mettre en évidence et ce prix, un prix comme celui-là, hein, c'est une expérience singulière cette année, je crois, hein, parce que le prix a été des Oui, albums comme ça, très particulière. Et les livres sont partis dans le monde aussi dans des conditions tout à fait particulières, sans accompagnement possible en librairie. Donc, cet accent mis, cet écho plus large trouvé par mon travail et celui de ma maison d'édition me réjouit. C'est une chance et c'est une joie. Et je crois que l'écho, en effet, est large. Voilà. C'est un Renaudot qui a été extrêmement bien accueilli, évidemment d'un point de vue critique, enfin, vous avez l'habitude, et d'un point de vue public, et c'est bien normal, et je m'en réjouis. Alors, vraiment, je me réjouis vraiment, je suis très heureux d'avoir pu mener ce dialogue, cet entretien avec vous. J'espère vraiment que nous aurons la joie de vous accueillir en vrai, pour de vrai. En quand vrai. Ça existera à nouveau en vrai. À nouveau, j'en suis certain. Je suis un incurable optimiste. Et que vous puissiez découvrir la très très belle ville de Colmar, son musée Unterlinden et toutes les richesses. Et j'y suis venue une fois, j'en garde un souvenir ébloui et je ne demande qu'à y revenir. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, Marie-Hélène Lafont. Portez-vous bien, prenez soin de vous, qui est devenue l'expression de rigueur. Et à très vite. Merci beaucoup. Merci.